Bonjour. Je vais donc faire un enregistrement audio des acétates pour vous permettre de reprendre le cours de jeudi passé que vous avez manqué. Donc la leçon d'aujourd'hui va traiter en partie donc une révision des interruptions et comment on les utilise dans les systèmes d'exploitation. On va aussi voir donc qu'est-ce qu'un processus, comment est-ce qu'on gère les processus dans les systèmes d'exploitation et finalement on va commencer à parler des threads. Donc sans plus tarder maintenant les interruptions. Les interruptions sont utilisées abondamment dans les systèmes d'exploitation, notamment au niveau des périphériques. Par exemple, lorsque vous avez un clavier et que vous appuyez sur une touche, au lieu d'aller interroger constamment le clavier à savoir si une touche a été appuyée, le système d'exploitation va plutôt va enregistrer une interruption sur les touches. Et lorsqu'une touche est appuyée, donc une interruption va déclencher, ce qui va permettre au système d'exploitation d'aller récupérer la touche qui a été appuyée. Aussi, pour les systèmes d'exploitation qui sont préemptifs, ce sont des systèmes d'exploitation qui régulièrement reprennent le contrôle du processeur pour pouvoir faire des tâches comme par exemple basculer d'un processus à l'autre. Alors encore là, on a besoin de l'aide du matériel et ce sera via une interruption sur une horloge qui va donc périodiquement activer des fonctionnalités du système d'exploitation pour permettre de faire certaines tâches. Aussi, on va les utiliser, on va voir ça aujourd'hui, pour effectuer les appels système. Et la raison pourquoi on les utilise, c'est qu'il faut s'assurer lors d'un appel système que le processus appelant, qui est en mode utilisateur, perde effectivement le contrôle du processeur pour le donner dans le fond au système d'exploitation. Et la façon de procéder commune, c'est d'utiliser une interruption pour faire ce passage-là vers le noyau et pour redonner le contrôle au système d'exploitation pour pouvoir effectuer la tâche. Maintenant, ces interruptions-là vont avoir un impact sur le processeur, bien entendu, et sur les temps d'exécution, puisque déclencher une interruption demande un certain temps de traitement, et ça va donc venir ralentir un peu les processus en cours d'exécution. Souvent, dans les ordinateurs, dans les processeurs, on va identifier les interruptions via un numéro. Alors ici, le numéro sur le setup, j'ai dit simplement numéro N. On voit ici pour l'architecture Intel IA 32 bits, donc IA 32, un certain nombre d'interruptions qui sont déjà prédéfinies. Donc, on a ici les interruptions de 0 à 16 qui sont prédéfinies. Donc, l'interruption 0, par exemple, correspond à une erreur de division par 0. Donc, si vous avez un calcul en point flottant avec une division par 0, le processeur va détecter cette situation, va donc déclencher l'interruption. Pour les déboggeurs, l'interruption qui est utilisée, c'est 3. Donc, lorsqu'on vient demander à un déboggeur de s'arrêter une ligne particulière, donc un breakpoint, le système, au lieu de vérifier voir si on est rendu à cette ligne-là à chaque instruction, simplement va enregistrer une interruption pour dire lorsque telle adresse matérielle pour une instruction est atteinte, de déclencher l'interruption qui est reliée par rapport à ce breakpoint-là. Ensuite, l'interruption 6, invalid opcode. Donc, si vous avez un fichier binaire qui est corrompu, euh, le processeur va donc détecter que l'instruction n'est pas une instruction valide en termes de décodage. Là, ici, on ne parle pas d'une instruction qui est valide, mais qui n'a pas le bon niveau de privilège. C'est vraiment ici un numéro, un chiffre qui ne correspond à aucun code de machine existant. Erreur commune pour beaucoup d'entre nous, donc le General Protection Fault, l'interruption 13, lorsque par exemple vous accédez à une case mémoire qui n'est pas valide, ce qu'on appelle un segmentation fault, alors le processeur va indiquer au système d'exploitation cette situation via l'interruption 13. Il en existe un paquet d'autres aussi pour les temporisateurs, donc les timers, les entrées-sorties. Et on voit donc dans l'architecture que pour les numéros 32 à 255, ces interruptions-là, ils sont définissables. Donc, on peut créer nos propres interruptions. Petite anecdote pour ceux qui les aiment, il y a eu une époque, donc dans les années 90, on a voulu améliorer l'automatisation des frégates de guerre américaines. Et en ce sens, les gens ont commencé à installer des ordinateurs pour contrôler, par exemple, la timonerie. Et c'était le cas des Smart Chips de la nouvelle US Navy.
Et aussi, ils ont pris la décision d'installer Windows NT, la version, disons, industrielle de Windows, au lieu d'utiliser Unix. Et le 21 septembre 1997, un opérateur a fait une erreur et il a inséré un zéro dans une case qui ne devait pas contenir de zéro. Et ce qui a provoqué des divisions par zéro sur la plupart des machines, puisque cette case-là, c'était dans une base de données qui était lue par la plupart des machines de la timonerie. Et ils ont tous fait des divisions par zéro. Et ils ont donc essentiellement planté tous les ordinateurs de la timonerie. Ce qui a fait que le bateau s'est retrouvé paralysé en haute mer pendant plusieurs heures. Il a dû, je pense, être remorqué à bon port pour pouvoir analyser la situation. Ici, on va voir donc un rappel sur comment une interruption se déroule dans un processeur. Dans l'exemple, l'interruption peut être générée soit par du matériel, par exemple une touche qui est appuyée sur le clavier, le processeur qui détecte une exception telle qu'un segmentation fault ou par exemple une division par zéro, ou une interruption qui était déclenchée en logiciel. L'instruction en langage machine INT, par exemple, ici, ça ne veut pas dire entier, ça veut dire vraiment interrupt. On peut donc déclencher une interruption en spécifiant le numéro de l'interruption qu'on veut déclencher avec, en le fond, en logiciel. Alors l'histoire commence, j'ai un processus qui s'exécute en ce moment sur le processeur, et puis arrive une interruption. Euh, Comme je l'ai dit, peu importe d'où elle vient, que ce soit du matériel, du processeur ou du logiciel, le, le processeur va donc détecter donc cette interruption-là. Le processeur va devoir arrêter l'exécution en cours pour être capable d'exécuter le code de l'interruption. On doit donc commencer par sauvegarder l'état du processeur. Donc, c'est la première chose que le processeur va faire. C'est donc de regarder ce qu'on appelle le contexte, donc toutes les valeurs des registres du processeur. Il va donc les sauvegarder quelque part en mémoire. Ensuite, le processeur consulte la table des interruptions, située en haut ici. Donc, pour chaque numéro d'interruption, par exemple l'interruption 25, alors la 25e entrée dans la table des interruptions va donc correspondre à l'interruption numéro 25, ce qui inclut, par exemple, l'adresse de la fonction qui doit être exécutée par le processeur, donc pour répondre à cette interruption-là. Le processeur donc exécute l'interruption qui est déclarée dans la table des vecteurs d'interruption ou l'IDT en anglais, Interrupt Description Table. Et on voit ici en bas en rouge donc l'exécution sur le processeur de la routine de l'interruption. À la fin de cette interruption-là, il va y avoir une instruction assemblaire qui se dit Return from Interrupt, qui va donc remettre, dans le fond, le processeur dans l'état qu'il était avant l'interruption, ce qui inclut, par exemple, la restitution de l'état du processeur. Donc, on va les lire en mémoire où est-ce qu'on avait sauvegardé le contexte du processeur, et on va donc remettre les valeurs des registres à l'état qu'ils étaient avant l'interruption, donc au point ici sur la ligne de temps. Et par la suite, le processeur va donc être redémarré comme si de rien n'était arrivé, euh, dans le fond, pour poursuivre la suite des événements dans le processus. Alors, important de remarquer que pendant cette période de temps ici, qui est sur l'échelle de temps, mon processus est arrêté. Donc, c'est comme si mon processus était ralenti de façon inopinée. Et aussi, le processus ne se rend pas compte qu'il a été arrêté. On a donc montré dans l'exemple précédent qu'il a fallu conserver le contexte du processeur en mémoire. Alors pourquoi est-ce qu'on doit conserver ce contexte-là? C'est pas compliqué, on peut le voir facilement avec la petite simulation que j'ai ici. Euh, on va voir plusieurs choses dans cette simulation-là. Premièrement, en haut ici, vous voyez le niveau de privilège actuel du processeur. Et on va prendre pour acquis donc qu'on démarre le processeur ici dans notre exécution. On est dans le mode utilisateur, donc c'est un programme que vous écrivez, que j'ai peut-être écrit moi-même. Le programme, on le voit ici, donc le code du processus, c'est le code qu'on va exécuter. C'est le même que j'ai présenté la semaine passée. C'est simplement de prendre une variable entière A. On va la mettre tout d'abord à 3. Et par la suite, on va l'incrémenter de la valeur 4. Et j'ai mis ici donc le code assembleur qui correspond au code compilé en C. La mémoire est indiquée en haut à droite ici, donc j'ai une variable A égale à point d'interrogation puisque la variable n'a pas été
initialisé. On voit ici le registre EAX, un registre générique de calcul. Le registre EIP qui correspond à l'adresse de l'instruction en cours d'exécution. Le code de l'interruption, est situé ici. Donc, vous voyez, j'ai juste mis une ligne d'assembleur move EAX 666. Le reste, j'ai mis 3 petits points parce que dans le fond, ça m'importe peu pour l'exemple. La table des interruptions, qui est très tronquée ici, je n'ai mis qu'une seule valeur, donc le numéro 44 en hexadécimal. Donc, on spécifie dans cette table-ci que si l'interruption 44 est déclenchée, voici donc la fonction exécutée. Donc, vous voyez l'adresse qui correspond à l'adresse du code de l'interrupt ici. Le registre ESP, dans cet exemple-ci, c'est donc le registre qui contient le pointeur de pile et on pointe vers une pile utilisateur qui est la pile du processus en cours d'exécution. Alors, sans plus tarder, commençons donc l'exécution de cet exemple-là. Alors, la première chose qu'on fait ici, donc notre processeur, il pointe vers cette instruction-là ici. Donc, il va exécuter la ligne de code move la variable A. Donc, il va déplacer la valeur 3 vers le pointeur qui correspond à la variable A. Donc, on voit l'exécution ici. La valeur de A est rendue à 3. On incrémente le pointeur d'instruction. La deuxième instruction, maintenant, on va charger le registre EAX avec la valeur de A en mémoire. Donc, vous le voyez ici, vous voyez que la valeur de A a été transférée dans le registre EAX. Ensuite, on additionne la valeur de 4 au contenu du registre EAX. Donc, vous voyez ici, on est rendu maintenant à la valeur 7. Et maintenant, on va donc simuler qu'il y a eu une interruption 44 qui était déclenchée. Bon, l'histoire ne dit pas pourquoi elle était déclenchée, ça importe peu. L'idée, c'est qu'elle vient d'être déclenchée. Le processeur doit donc faire certaines opérations. Donc, il va consulter la table des interruptions pour aller trouver c'est quoi l'adresse de la fonction à exécuter en mémoire. Donc, l'adresse, c'est A45 hexadécimal. La valeur est donc ça, c'est la première chose qu'il fait. Ensuite, il se rend compte, et on va voir un peu plus tard, que dans la table des interruptions, on a une spécification de quel est le niveau de privilège de cette interruption-là. Et ici, donc, on voit que c'est l'interruption qui doit être au niveau du noyau. Donc, on voit ici un changement de privilège à 0. Et ensuite aussi, le pointeur de pile ESP, qui maintenant pointe vers la pile du noyau. OK? Donc, il y a pour chaque processus en cours d'utilisation, si vous voulez, il y a une pile qui est attribuée pour le thread en cours d'exécution dans le processus. Mais aussi, il va y avoir une pile pour ce qui est des opérations qui sont faites au niveau du noyau. Donc, on peut se poser la question pourquoi doit-on avoir une pile au niveau du noyau? Rappelez-vous toujours que dans notre système d'exploitation moderne, ce qu'on cherche à faire, c'est de blinder le noyau. Hein. Et souvent, bon, j'ai utilisé l'analogie que les processus, c'est comme des enfants, c'est pas propre, hein, ça fait partout. Et en ce sens-là, le noyau ne fait jamais confiance à de la mémoire qui était, si vous voulez, touchée par les processus. Et aussi pour le pointeur de pile ESP, ce n'est pas un registre qui est protégé, c'est-à-dire que vous pouvez écrire dedans directement. Donc, vous pouvez changer la valeur de l'endroit où on pointe en mémoire dans le fond, pour la pile. Et en théorie, vous pourriez mettre une adresse invalide pour le pointeur de pile. Et imaginez que vous faites ça, vous mettez une adresse invalide et qu'une interruption était déclenchée. Alors, ce qui se produirait, c'est que là, si on n'avait pas une attribution du pointeur de pile vers une pile noyau et qu'on resterait plutôt dans la même adresse qui avait été mise en mode utilisateur, ben là, on aurait une pile illégale. Et là, on aurait le noyau qui voudrait utiliser la pile parce que, par exemple, il y a un appel de fonction qui s'est fait à l'intérieur. Et là, malheur, le pointeur de pile, dans le fond, pointe vers une adresse illégale. Le processeur déclencherait une nouvelle interruption pour dire adresse illégale. Cette interruption-là déclencherait elle-même, dans le fond, un problème parce que la pile est invalide, et ainsi de suite. Donc, essentiellement, on aurait fait geler la machine parce que, dans le fond, on n'aurait pas une pile valide au niveau du noyau. Donc, pour des raisons de protection, on va attribuer une pile pour le noyau, et lorsque l'interruption est déclenchée, le processeur sait qu'il doit automatiquement placer le pointeur de pile ESP vers cette pile noyau-là. Maintenant, donc, donc l'adresse
pour les interruptions, donc c'était l'interruption A45 qui était donc c'est l'interruption 44. L'adresse de cette interruption-là, c'est A45. Donc vous voyez ici, le registre EIP maintenant contient l'adresse de l'interruption. Et on exécute maintenant le code de l'interruption ici. Vous voyez, tout ce qu'on fait, c'est écrire dans le registre EAX la valeur 666. Pourquoi? Parce que, c'est pour l'exemple. Et on vient donc écraser la valeur 7 qui était présente précédemment. Et lorsque l'interruption se termine, le retour d'interruption, on retourne donc dans le processus en cours d'exécution. Notez comment la valeur qui est de 7 a disparu, remplacée par 666, ce qui fait que la poursuite du processus en cours, hein, donc la restauration de l'EIP, on retourne aussi le privilège à 3, puisqu'on a quitté l'interruption. Donc, lorsqu'on exécute l'instruction suivante de notre programme, on voit que, dans le fond, on va stocker en mémoire la valeur de 666 et non pas la valeur de 7. Donc, vous voyez, c'est le problème si on ne préserve pas le contexte. Donc, le registre EAX fait partie du contexte qu'on doit préserver lorsqu'il y a une interruption. Sinon, on va essentiellement écraser les valeurs qui étaient présentes dans nos registres. J'aime comparer, si vous voulez, le contexte du processeur à un peu, quand on préserve le contexte, c'est comme si on prenait une photo d'un instantané, donc de l'état de tous les registres d'intérêt du processeur. Donc c'est comme si vous avez ici, bon, ça commence à être un peu vieux comme illustration, puisque la plupart d'entre vous n'ont jamais connu les appareils Polaroid instantanés. Mais c'est ça, donc avant de faire un changement de contexte, donc avant de passer du processus en cours vers une interruption, on doit donc prendre une photo de notre processeur pour prendre dans le fond les valeurs des registres qui pourraient être dans le fond modifiées par l'interruption. Et ça dans le but de pouvoir les remettre à la valeur qu'ils étaient avant le déclenchement de l'interruption. On voit ici un exemple, j'ai tiré ça de PrettyOS. Donc, c'est une structure de données qui s'appelle TSS Entry Struct, qui contient dans le fond des cases mémoire. On voit ici U32int, donc c'est des entiers non signés de 32 bits, parce que c'est un système d'exploitation qui est 32 bits ici, pour un processeur Intel 32 bits. Et on voit donc que contient le contexte du processeur. Particulièrement ici, j'ai entouré, donc là on voit ici EIP, l'adresse de l'instruction en cours d'exécution, eFlags qui est dans le fond l'état du processeur actuel, EAX qui est donc un des registres génériques, et vous voyez ici donc C, D et B, donc d'autres registres qui sont utilisés pour faire des calculs. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de registres qui sont copiés. De voir cette structure-là, donc, devrait aussi vous rappeler que lorsqu'il y a une interruption et ce qu'on va appeler génériquement un changement de contexte, donc lorsqu'on veut vouloir passer d'un contexte à l'autre, il faut le préserver. Donc, on a quand même beaucoup de registres qu'on doit copier. C'est une opération qui ne se fait pas instantanément, donc il y a un coût à payer lorsqu'on veut préserver les contextes. Donc, justement, ici, je en parle, les contextes, le coût. Donc, de placer ces contextes-là en mémoire. Donc, on a peut-être une vingtaine de registres qu'on doit lire et copier en mémoire. Aussi, lorsqu'on va revenir de l'interruption, comme vous avez vu sur la petite démonstration que j'ai fait plus avec les lignes de temps, on voyait que j'avais une période où je devais copier, préserver le contexte et après ça, restaurer le contexte. Donc, c'est du va-et-vient qui se fait entre la mémoire et les registres. Autre détail important, les différentes caches mémoire L1, L2, L3 et la Translation Look-Aside Buffer, qu'on va voir plus en détail dans quelques semaines, on risque donc de polluer les caches, c'est-à-dire on va évincer des lignes qui étaient utiles pour notre processus actuel pour les remplacer par des cases mémoire qui étaient affectées à des entrées pour les interruptions, par exemple, si c'est fait pour un changement de contexte vers une interruption. Donc, on vient possiblement ralentir inutilement notre processus via ce principe-là de pollution des caches mémoire. Au final, il va y avoir donc peut-être une centaine de cycles machines qui sont utilisés pour faire, dans le fond, le pré- et le post-traitement des interruptions.
En conséquence, on veut essayer de pas trop avoir d'interruptions dans notre système. Si elles sont trop fréquentes, ça peut donner lieu à une pathologie qu'on appelle interrupt storm, où dans le fond, le système, tout ce qu'il fait, c'est il passe son temps à traiter les interruptions et aussi à avoir le code de pré- et post-traitement des interruptions, qui inclut par exemple la préservation du contexte. Par contre, bon, le système va peut-être être moins réactif. Euh, donc, si vous avez un système temps réel, vous avez votre horloge du système qui est à chaque 50 millisecondes, ben 50 millisecondes pour, dans le fond, faire tourner l'ordre de lanceur, c'est clairement pas suffisant pour un système temps réel. Donc, il y a toujours un comprimé à savoir combien d'interruptions je vais avoir par seconde pour avoir un système qui est très réactif, un système temps réel. Par contre, je paye un coût en termes de temps de calcul inutile pour faire le pré- et le post-traitement des, au niveau des interruptions. C'est important de savoir que lorsqu'un un système est en interruption, lorsque vous avez un processus qui est en cours d'exécution, qu'il est interrompu, le processus en cours ne le sait pas, hein. C'est un peu comme quand vous êtes mort, vous ne le savez pas que vous êtes mort, parce que dans le fond, vous êtes figé. Il faut donc faire attention parce que le temps d'exécution de votre processus est donc pas quelque chose qui est toujours facile à savoir. Ok. Par exemple, j'ai fait un petit code ici qui fait une boucle pour, dans le fond, si vous voulez faire une boucle de tournée à chaque milliseconde. Et le code, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté manuellement une opération ici. Donc, vous voyez, je fais dans une boucle 587 000 fois 500. Je mets une variable ici que je mets à jour, OK? Et donc, ça prend un certain temps de calcul. J'ai choisi cette valeur-là parce que sur ma machine, à l'époque, ça correspondait exactement à une milliseconde de temps de traitement. Et vous voyez, j'ai ici donc des opérations de Windows qui s'appellent Query Performance Counter qui me permettent d'aller chercher des valeurs de temps écoulé de l'ordre, je pense, de l'ordre de la nanoseconde. Et après ça, bon, je fais un printf sur le temps que ça prend pour exécuter en convertissant ça en millisecondes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner mon processus pendant un certain temps pour ramasser, dans le fond, des statistiques sur quel fut le temps d'exécution de cette boucle-là. OK? Et ce qu'on voit dans notre graphique, c'est qu'effectivement, 90% du temps, cette boucle-là a pris environ une milliseconde à s'exécuter. Maintenant, si on regarde un peu plus dans le détail, j'ai fait un zoom ici, donc un gros plan, on voit donc qu'il y a quand même du temps, des fois, ça prend peut-être 1,01 milliseconde, et ainsi de suite, et on voit quand même qu'il y a une distribution relativement large des temps d'exécution, et même parfois, ça peut aller jusqu'à 2,25, 2,30 millisecondes pour exécuter cette boucle-là. Alors, c'est pas parce que le processeur a ralenti de vitesse, qu'est-ce qui s'est probablement produit, c'est que le système est en train de traiter une interruption. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien penser que lorsqu'on veut, par exemple, avoir des délais très précis, c'est pas une bonne idée de faire de ce genre d'approche-là, d'une boucle qui est basée sur le temps d'exécution de notre processus, puisque il n'est pas, euh, ce n'est pas un temps qui est constant. OK? Il faut plutôt faire appel à des fonctionnalités du système d'exploitation qui, lui, se base directement sur une horloge matérielle, par exemple, pour nous dire, ben, je vais attendre pendant 1,6 millisecondes. Ben, bon, là, j'exagère un peu, c'est un peu trop précis, là. Mais par exemple, si vous vouliez attendre pour 7 millisecondes, ben, l'idéal, c'est de demander au système d'exploitation de faire une pause pendant 7 millisecondes pour votre processus. Et non pas de faire tourner, dans le fond, de spinner dans le beurre, j'aimerais dire, pendant 7 millisecondes avec votre code, puisque dans le fond, ce temps d'exécution-là n'est pas constant. Ce qui nous amène, dans le fond, au concept de ce qu'on appelle le wall time. Le wall time, c'est l'horloge sur le mur. Ok. Elle, c'est vraiment à chaque coup d'horloge, ça correspond donc à chaque coup d'horloge du processeur, si vous voulez. Alors que le virtual time, c'est vraiment, ben, c'est les coups d'horloge, si vous voulez, qui se produisent au moment que votre processus s'exécute. Donc, lorsque le système traite une interruption, le wall time continue, l'horloge sur le mur continue à avancer. Par contre, si vous voulez, vu que votre processus, lui, il est gelé temporairement, ben dans le fond, lui, son virtual time s'arrête le temps que l'interruption soit traitée. Donc, c'est vraiment important de comprendre la différence entre le virtual time et le wall time. D'ailleurs, le virtual time est un concept qui va être utilisé pour la création du Completely Fair Scheduler qu'on va voir, donc je pense que c'est d'ici 2 semaines.
On va voir ici donc un premier exemple d'utilisation des interruptions par le système d'exploitation et c'est pour nous permettre de passer d'un système d'exploitation qu'on dit coopératif vers un système d'exploitation dit préemptif. Dans le partage de processeurs de type coopératif, il n'y aura donc pas de préemption, c'est-à-dire que les processus en cours d'exécution vont donc volontairement céder le contrôle du processeur au système d'exploitation. Donc régulièrement, le système va dire, ben, écoutez, je vais arrêter mon traitement actuel, puis je repasse dans le fond la main au système d'exploitation qui, s'il le veut bien, me le redonnera ou le donnera à un autre processus, par exemple. Petit problème avec ce genre d'approche-là. S'il s'adonne que l'application qui, dans le fond, utilise le processeur en ce moment est égoïste, c'est-à-dire qu'elle ne libère pas le processeur, ben, le système essentiellement peut être pratiquement bloqué, c'est-à-dire qu'aucun autre processus ne va pouvoir s'exécuter autre que le processus en cours d'exécution. Si on regarde à l'époque de Windows 3.1 par exemple, on voit donc c'était donc un système qui était coopératif. On voit une fonction typique main d'un programme de Windows. Dans le fond, il y avait l'initialisation du programme. Et par la suite, il y avait une boucle, qu'on peut dire quasiment une boucle sans fin, qui, dans le fond, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait, dans le fond, pomper les messages du système d'exploitation. Par exemple, lorsqu'une personne appuyait avec la souris, ben ça, c'est un message qui était donc disponible dans la file de l'application. Donc, par exemple, ici, l'application va aller lire le message qui lui disait, par exemple, qu'il y a un clic de souris. Et après ça, on allait donc traiter le message. Par exemple, si c'est un jeu vidéo, ben, en cliquant, ça pouvait peut-être générer un son quelconque. Lorsque le message était fini d'être traité par l'application, on allait chercher le prochain message. Et s'il n'y avait pas de message disponible, ou simplement le système d'exploitation avait décidé que l'application en cours avait déjà utilisé suffisamment de temps de calcul, ben Windows se permettait dans le fond d'aller voir le prochain, d'avoir un autre processus qui demandait dans le fond, qui était bloqué sur le Get Next Message, pour dans le fond réveiller, si vous voulez, l'autre processus. Donc c'était une façon de faire dans le fond du multitasking, ok, entre différentes applications. Mais notez bien que si Process Message, par exemple, tombait dans une boucle sans fin, ben on voit que la fonction Get Next Message n'était jamais rappelée. Donc, essentiellement, le système est un peu gelé. Donc, clairement, ce genre d'approche-là, c'est pas une approche qui est très robuste parce qu'on ne veut pas permettre à une application de prendre, dans le fond, toutes les ressources du processeur. Ok. Alors, pour être capable de s'affranchir de cette situation-là, on va dans le fond, le système d'exploitation veut périodiquement reprendre le contrôle de force du processeur, ok, pour pouvoir s'exécuter, pour pouvoir prendre des décisions. Et le mécanisme qui est employé par les systèmes d'exploitation modernes, c'est une interruption qui est programmée sur une horloge matérielle. Donc, par exemple, à chaque 10 millisecondes, j'ai une interruption qui est déclenchée. Et dans le vecteur, disons que c'est l'interruption, je ne sais pas moi, l'interruption numéro 26. Et donc, dans la table des interruptions, à l'entrée 26, on va placer dans le fond la fonction qui va traiter dans le fond l'horloge périodique du système d'exploitation. Donc, peu importe ce que le processus en cours d'exécution est en train de faire, eh bien, aussitôt que l'interruption matérielle sur l'horloge est déclenchée, dans le fond, le système d'exploitation reprend le contrôle du processeur et sa routine qui lui appartient, est exécutée. Maintenant, comment fonctionne un timer sur un processeur? C'est très simple. En général, c'est un registre qui contient une valeur qui est la période entre les interruptions. Et à chaque coup d'horloge, par exemple dans d'horloge à 3 GHz, dans le fond, on va décrémenter le registre. Et lorsque le registre tombe à zéro, dans le fond, ça signifie que la période est atteinte. Et automatiquement, le processeur déclenche l'interruption sur cette horloge. Bien entendu, dans la table IDT, on va spécifier que l'interruption doit être tournée en mode noyau. Une deuxième utilisation des interruptions par les systèmes d'exploitation modernes, c'est pour effectuer les appels système. Donc, qu'est-ce qu'on appelle système? C'est une fonctionnalité qui est fournie par le noyau du système d'exploitation. Et elle va être faite par l'entremise de la librairie système qui
Par exemple, sur Unix, souvent, c'est une librairie qui s'appelle libc. Et sur les machines Windows, ça va être la Windows API. Ultimement, cet appel système-là devra tourner en mode noyau, ou à tout le moins, euh, c'est peut-être mieux de dire qu'il va invoquer des fonctions qui doivent, eux, être exécutées en mode noyau. Parce que souvent, les tâches qu'on demande au système d'exploitation sont des tâches qui vont nécessiter des accès complets à la machine. Par exemple, si vous voulez faire un read, une lecture sur un disque dur, eh bien, le système d'exploitation doit être capable d'envoyer des messages au disque dur sur un bus. Donc ça implique d'avoir des accès matériels de niveau privilège de type noyau, donc ring 0. Se rappeler que vous, l'appelant, la personne qui fait l'appel de cet appel système-là, vous tournez, vous, en mode utilisateur. Donc, quand on regarde au niveau du dessin en bas ici, le user space, donc le ring 3, donc votre processus qui s'exécute dans cet espace-là. Et lorsque vous faites, par exemple, une opération d'entrée-sortie, qui peut être un read vers un bloc de disque dur, par exemple, eh bien, l'interruption va nous mettre en mode noyau, donc kernel space. La tâche d'aller lire le bloc de données spécifié sur le disque dur va être exécutée donc dans le code du noyau. Éventuellement, on va retourner en mode utilisateur et bien entendu, le processeur peut décider, pas le processeur, mais le système d'exploitation pourrait décider de faire tourner un nouveau processus pour des raisons qu'on va voir un peu plus tard. Et ça se peut donc que le processus B soit interrompu parce que, disons, par exemple, que l'appel système était donc de lecture d'un bloc. Le bloc prend un certain nombre de temps, donc disons 10 millisecondes à arriver en mémoire. Donc, lorsque le bloc a fini d'être lu par le disque dur peut déclencher une interruption pour dire, écoutez, j'ai lu le bloc, venez chercher les données. Auquel cas, on va donc tomber encore là en mode noyau pour récupérer les données et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut voir dans le dessin ici, c'est qu'on a un basculement régulièrement entre le user space et le kernel space, qui sont dus soit aux appels système, soit aux interruptions, les différentes interruptions qui se produisent dans un système normal. Quel est le nombre d'appels système? Le nombre est relativement limité. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des milliers d'appels système, mais leur nombre est très 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 limité. Par exemple, pour les systèmes Unix, Linux, on parle d'environ 300 appels système. Donc c'est quand même très très peu. Euh, des exemples typiques d'appels système, read et write pour aller lire ou écrire sur un fichier. BRK, qui est un appel système pour la gestion de la mémoire, par exemple pour obtenir plus de mémoire sur le tas. Fork, euh, un appel système pour créer un nouveau processus par la duplication du processus en cours. WaitPID, qui permet au processus appelant d'attendre la fin d'un autre processus, qui est spécifié par le PID, qui est le Process ID. Kill, un appel système qui a probablement un mauvais nom, parce que kill ne sert pas juste à tuer un autre processus, ça sert essentiellement à envoyer un signal à un autre processus, et un des signaux qu'on peut envoyer à un processus, c'est un signal pour le tuer. Autre appel système qui fait beaucoup de sens, time, pour avoir dans le fond l'heure actuelle du système. Si vous êtes intéressé de voir la liste complète, vous avez ici un lien qui vous donne la liste complète des différents appels systèmes. Prenez note que les appels systèmes sont très, pour les gens qui conçoivent des appels systèmes, il est extrêmement rare d'ajouter des nouveaux appels systèmes. C'est une liste gardée très 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 serrée. Et les gens ont donc passé énormément de temps lorsqu'ils ont fait le design de système d'exploitation pour s'assurer que des fonctionnalités peuvent être réalisées dans le fond à partir des appels déjà existants, des appels système déjà existants. Donc c'est la raison, c'est pourquoi on n'en rajoute pas souvent, c'est que les gens ont vraiment bien pensé comment bien choisir ces appels-là, de sorte que même si on rajoute certaines fonctionnalités dans un système d'exploitation, que dans le fond, ces fonctionnalités-là peuvent être appelées via les appels système déjà existants. Chose importante, euh,
comme depuis le début du cours, on voit, la notion de protection, de privilège est importante pour les systèmes d'exploitation, hein. Le système d'exploitation cherche à se protéger. Il est paranoïaque, il ne fait pas confiance aux utilisateurs ni au processus. Mais donc les opérations qui sont exécutées par un système d'exploitation doivent être faites la plupart du temps en mode noyau, puisqu'on doit toucher à des registres qui sont privilégiés ou des boss ou du matériel. Et donc, lorsque l'appel système se fait, éventuellement, il va y avoir un changement de niveau de privilège qui doit se faire au niveau du processeur pour basculer du mode utilisateur vers le mode noyau, vers le privilège noyau. Et bien entendu, ce basculement-là doit être très bien balisé. On ne veut pas permettre à n'importe qui, dans le fond, de faire le basculement. Donc, il va falloir trouver une façon très, comme je disais, très balisée d'effectuer ce changement de privilège-là. Parce que sinon, si à partir d'une instruction machine spéciale, je pouvais moi-même faire basculer le processeur en mode noyau, et essentiellement, je pourrais donc faire ce que je veux et faire planter la machine. Ce changement-là de privilège va s'effectuer lors de l'exécution de l'instruction assembleur INT-N. Donc, lorsque vous allez déclencher une interruption en logiciel, le processeur va être à même de basculer vers le mode noyau, si c'est ce qu'on lui a dit de faire. Et donc, c'est pas vous qui directement faites basculer le processeur en mode noyau, c'est vraiment l'interruption qui va le faire basculer. Et rappelez-vous, lorsque vous déclenchez l'interruption, essentiellement, vous perdez le contrôle du processeur, hein. Donc, c'est pour ça que cette façon de faire balise très bien le passage du niveau de privilège utilisateur vers le niveau de privilège noyau. Façon plus moderne, c'est les instructions syscall et sysenter qui fonctionnent de façon similaire à ce qu'on va voir dans les prochaines acétates. Notez cependant que syscall et sysenter sont plus efficaces, sont plus propres si vous voulez. Mais on va dans le fond pas en parler plus que ça. Maintenant, regardons un peu plus en détail la mécanique derrière ce changement de niveau de privilège via une interruption déclenchée en logiciel. Donc, en théorie, vous pouvez appeler l'instruction machine INTN avec, dans le fond, n'importe quelle valeur d'interruption ici entre 0 et 255. Ça, c'est en théorie. Vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez ici. Vous pouvez dire, moi, je veux déclencher l'INT 0 qui correspond, par exemple, à une division par 0. Bon, est-ce que ça fait du sens? Non, mais suivez-moi. OK? Donc, vous pouvez mettre dans votre code ça, je veux déclencher une interruption. Ceci étant dit, est-ce que le système va vous permettre de le faire? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. OK? Donc, le système d'exploitation, pour se protéger, OK? Donc, il va devoir spécifier des trucs au processeur, OK? Et le processeur, dans le fond, doit avoir deux informations clés ici par rapport à l'exécution de l'interruption que vous voulez déclencher via l'instruction machine INT. Donc, la première information qu'il doit posséder, c'est qui a le droit de déclencher cette interruption logicielle-là N. OK? Et là, quand je dis qui, c'est en termes de niveau de privilège. Alors, on va appeler ça, cette information-là, l'information A. OK? Ensuite, lorsque le processeur a vérifié qu'effectivement, vous aviez le bon niveau de privilège pour déclencher l'interruption, eh bien, il va avoir une deuxième information que le processeur a besoin, que l'information que je dis B ici, et ça va être donc le niveau de privilège dans lequel le code de l'interruption doit tourner. Donc, ce qu'on appelle l'interrupt handler. Donc, par exemple, si vous spécifiez que le niveau de privilège qui peut déclencher l'interruption relié aux appels système, c'est 3. Donc, n'importe qui peut la déclencher, ce qui est une bonne nouvelle. Et ensuite, je spécifie que le niveau de privilège dans lequel l'interruption va tourner, c'est 0. Donc, vous voyez comment le processeur va donc faire le passage du niveau 3 vers le niveau 0 lors du déclenchement de l'interruption. Okay. Cette information-là, elle est située où? Elle est, bien entendu, elle n'est pas située dans l'instruction elle-même, puisque dans le fond, je pourrais les modifier moi-même. Encore là, rappelez-vous, le système d'exploitation essaie de se protéger.
Donc, ces valeurs-là vont être placées dans un endroit où seul le système d'exploitation, dans le fond, a accès. OK? Et c'est dans le Interrupt Description Table. Donc, c'est l'endroit logique pour les placer, puisque le processeur doit savoir c'est quoi les niveaux de privilège pour déclencher une interruption et pour exécuter l'interruption. Donc, aussi bien les placer dans la table des vecteurs d'interruption. Donc, on voit ici une entrée de la table des interruptions. Notez qu'il y en a 256 entrées dans la table IDT pour le processeur Intel, puisqu'il y a 256 interruptions possibles pour le processeur. Et bon, il y a beaucoup d'informations ici. Dans le fond, on va passer directement à l'information qui est pertinente. Donc, on voit ici donc le champ DPL dans la table IDT, donc qui correspond à l'information A, qui est le niveau de privilège requis par l'appelant de l'instruction INT. OK? Et donc, lorsque vous déclenchez l'instruction INT, le processeur va aller vérifier cette information-là. Donc, si vous avez mis une valeur de 3, par exemple, ici, donc on voit que le niveau actuel est inférieur ou égal à DPL. Donc, si j'ai mis 3 ici, ça veut dire que j'ai le droit de déclencher l'interruption logicielle si je suis au niveau privilège 3, 2, 1 ou 0. Si on avait une valeur de 0 ici, il faut déjà être au niveau privilège 0 pour être capable de déclencher cette interruption-là. Si vous aviez le droit de déclencher cette interruption-là, c'est vérifié par le processeur maintenant doit savoir, donc doit récupérer l'endroit mémoire où se situe le code du vecteur de l'interruption et aussi donc choisir le bon niveau de privilège. Donc on va dans le champ RPL, ici spécifie le Requested Privilege Level, donc c'est le niveau de privilège que le processeur va se trouver lors de l'exécution de, euh, du vecteur, de la fonction qui va traiter l'appel système. Segment Index, sans trop rentrer dans les détails, dans les architectures Intel, on peut spécifier les segments mémoire qui sont dans le fond des zones en mémoire. Et pour chacune de ces zones-là, on vient attribuer un index. Et la valeur, en vert ici, vous avez offset, donc 31 à 16 et 15 à 0. Donc quand vous mettez ça ensemble, ça vous donne 32 bits. Ça, c'est dans le fond la valeur de l'adresse mémoire dans le segment mémoire qui est spécifié, qui contient l'appel, dans ce cas-ci, ce serait la fonction qui traiterait les appels système. Sans grande surprise, c'est le système d'exploitation qui est responsable de remplir la table des interruptions IDT. La raison est bien simple. Bon, c'est sûr que c'est des fonctionnalités qui sont très proches du système d'exploitation, mais aussi c'est que ça lui permet de bien baliser, donc qui va avoir le droit de déclencher quelles interruptions. Donc cette table-là, elle est remplie lorsque le système d'exploitation est dans sa routine de démarrage, lorsque le système d'exploitation boot, si vous voulez. C'est fait donc dans la fonction qui s'appelle trap init. Et on voit donc ici un extrait du code que j'ai pris. Si je me souviens bien, c'était dans le noyau Linux. Donc on voit ici donc différentes fonctions. Et le premier argument, c'est donc le numéro d'interruption. Par exemple, on voit ici que set trap gate, donc pour l'interruption 0, c'est en fond un pointeur vers la fonction divide error. Donc sans grande surprise, la fonction divide error sera la fonction qui sera exécutée lorsque l'interruption 0 est déclenchée dans le système. Et on voit en bas ici complètement, donc set system gate, donc l'interruption 80 hexadécimales sera la fonction system call. Donc c'est cette interruption-là qui sera utilisée pour gérer les appels système. Et donc, bien entendu, toutes ces fonctions-là qui sont enregistrées dans la table IDT, ce sont des fonctions qui sont dans le noyau. Et vous pouvez vous demander la question, c'est quoi la différence entre les Trap Interrupt Task System? Pour ce qui est du niveau de l'intérêt de ce cours-ci, la seule chose vraiment qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le noyau utilise la fonction setSystemGate, eh bien, ça vient mettre le DPL à 0. Donc, ça signifie donc que la fonction systemCall, dans le fond, l'interruption 80 pourra être déclenchée par un appelant
qui est dans le ring 3, donc le ring utilisateur, alors que les autres, il faut absolument déjà être au niveau du privilège 0 pour être capable de déclencher ces interruptions-là en termes, dans le fond, en logiciel. Donc, si on revoit donc en aperçu, dans la table d'interruption à l'entrée 80 hexadécimales, ce sera donc la fonction system call qui va être enregistrée. Le segment mémoire, par intérêt, je vous le donne, c'est le kernel euh, CS. Donc, c'est l'endroit où le code du noyau se situe. Et on voit donc ici que le niveau de privilège 0, c'est le niveau de privilège qui va être utilisé pour faire tourner la fonction system call. Et on voit aussi donc dans la DPL, la DPL ici, c'est le niveau 3, donc n'importe qui peut déclencher l'interruption 80 et automatiquement donc faire appel à la fonction system call qui va donc gérer tous les appels système. Donc tous les appels système vont transiter via cette fonction-là noyau qui s'appelle system call. C'est aussi un exemple, on parlait la première rencontre, on avait parlé donc de la notion de séparation mécanisme et politique. Donc on voit ici le mécanisme, c'est cette notion-là de table des interruptions avec des registres qui nous permettent, des champs qui nous permettent de choisir c'est quoi les différents niveaux de privilèges qui sont requis soit pour déclencher un logiciel ou pour exécuter une interruption. Alors ça, c'est dans le fond, si vous voulez, c'est générique, donc c'est un mécanisme qui est déjà offert par les fabricants de processeurs. Et le choix des numéros d'interruption et aussi des différents niveaux de privilèges, ça, c'est la politique qui est implémentée par le système d'exploitation. Et donc, on voit donc que le fait de séparer les deux nous permet de faire, dans le fond, d'avoir une flexibilité maximale. Aussi, peut-être que vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que le champ system call qui contient l'adresse 32 bits est séparé un peu d'une façon étrange. C'est simplement pour être capable d'être backward compatible avec le code 16 bits. Donc, il fait une époque où, dans le fond, c'était probablement la partie ici. Donc, vous voyez ici, c'était juste un registre donc 32 bits qui contenait une adresse 16 bits pour le vecteur d'exécution. Et lorsqu'on a monté à 32 bits, il a fallu donc rajouter euh, d'autres champs pour venir compléter dans le fond l'adresse à 32 bits. Donc c'est vraiment une question d'être simplement backward compatible avec les systèmes 16 bits. Il n'y a aucune autre raison que ça. C'est vraiment l'image que vous devriez avoir en tête quand on fait les appels système. C'est vraiment tous les appels système lorsqu'ils sont faits à partir du niveau utilisateur. Donc on voit ici donc en niveau de privilège 3. Donc que ce soit un read, un write, un open, un close, un exit, un fork, un BRK, name it, peu importe l'appel système qu'on va faire, éventuellement, cet appel système-là va déclencher une interruption, l'interruption 80 hexadécimale, auquel cas la fonction du noyau system call va être appelée. Vous voyez ici, c'est une espèce de portillon, d'où je pense qu'en anglais, on appelle ça un gate. Donc, l'idée que tous les appels système vont transiter via cette fonction unique. Et cette fonction-là va savoir c'est quel appel système au juste que l'appelant demande. Et il va ensuite réaiguiller l'appel système. Par exemple, si vous avez fait un appel système pour read, éventuellement, c'est la fonction noyau system read qui va être exécutée en mode noyau 0. Si c'est un write, ça va être system underscore write. Si c'est un open, éventuellement, c'est system underscore open, et ainsi de suite. Donc, jamais, 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 vous n'appelez directement ces fonctions-là. OK? On ne veut pas ça parce que on veut vous empêcher vous ne pouvez pas faire le changement de privilège de 3 à 0. C'est vraiment lors de l'interruption que ce changement de privilège-là se fait. Et ensuite, c'est vraiment System Call qui vient appeler pour vous la bonne fonction système. OK? Maintenant, comment est-ce que System Call va être capable de déterminer quelle fonction appeler dans le noyau pour effectuer votre appel système? Eh bien, ça va être via les registres. La librairie système, ce qu'elle va faire, c'est elle va préparer pour vous, si vous voulez, l'appel système. Donc, par exemple, si vous appelez si vous faites l'appel système exit, OK, eh bien, à cet appel système-là, on voit un chiffre qui est attribué 1. Ce chiffre-là va être placé dans le registre EAX
Et c'est donc c'est la valeur du registre EAX qui va permettre à à la fonction system call de, dans le fond, d'aiguiller votre appel système vers la bonne fonction du noyau. Vous voyez ici, pour chacun des appels système, fork c'est 2, read c'est 3, et ainsi de suite. Donc, chaque appel système va donc avoir son propre numéro qui va être placé dans le registre EAX. Si vous êtes curieux, vous pouvez vraiment vous amuser. Par exemple, bon, faire exit -1, donc c'est-à-dire quitter le programme avec la valeur de retour de -1. C'est équivalent à faire la fonction syscall avec le sysexit qui est dans le fond le code numérique qui correspond à 1 avec l'argument -1, ou vous pouvez carrément y aller à faire syscall 1, -1, et dans le fond ça va ultimement faire exécuter l'appel système exit avec l'argument de sortie qui est -1. On va maintenant voir ici un exemple un peu plus détaillé pour qu'est-ce qui se passe lorsque je fais un appel système, par exemple un appel système pour read. L'appel système pour read, qu'est-ce que ça fait dans le fond? C'est que ça va lire un fichier qui est ouvert. Donc ici, df pour un descripteur de fichier, c'est un entier entre 0 et une certaine valeur qui correspond à un fichier qui est déjà ouvert. Cette fonction read a besoin d'avoir une adresse mémoire où écrire les données qui sont lues. Donc, on passe ici un pointeur vers ce qu'on appelle un tampon mémoire. Donc, vous voyez ici l'opérateur en C, ampersand, donc le perl8, qui permet de récupérer l'adresse du tampon. On doit aussi spécifier à l'appel système c'est quoi le nombre d'octets qu'on veut lire. Et ça, c'est un nombre maximal de caractères. Donc, si on peut tous les lire, ils vont tous être lus et ils vont être écrits ici. Et la fonction read retourne le nombre de caractères qui ont été lus sur le fichier. Alors, on voit ici le diagramme qui montre un peu ce qui se passe. Vous avez ici donc l'appel read depuis le programme utilisateur. Donc, vous voyez ici, lorsqu'on fait un appel d'une fonction, on empile des arguments sur la pile. Et après ça, on appelle la fonction read. OK? Et la fonction read, ce qu'elle fait, c'est donc dans la librairie système, donc la bibliothèque libc. Elle va donc placer le code de read dans le registre EAX. Je me souviens plus c'est quoi le code pour, disons que c'est 25. OK? Donc on va bien placer ça ici. Les autres arguments qu'on avait, donc c'était un pointeur sur un tampon et un nombre d'octets, vont être placés dans d'autres registres comme EBX, ECX et ainsi de suite. Donc c'est déjà prédéterminé à l'avance le nombre, les lieux où sont placés les différents arguments des appels système. Au maximum, si je me souviens bien, Linux supporte 6 arguments dans son mécanisme pour faire les appels système. Alors, on voit ici, pardon, c'est pas 25, c'est 3 pour le numéro de, de l'appel système, donc qui vient placé dans EAX3. Ensuite, la librairie système va déclencher l'interruption 80 hexadécimale en logiciel. Et comme l'interruption, l'entrée dans la IDT a été bien setée, c'est-à-dire qu'on peut déclencher l'interruption à partir du mode niveau de privilège 3 et qu'on demande que le niveau de privilège pour exécuter la fonction system call c'est 0, donc on va basculer en mode noyau. Donc c'est l'étape 6 ici, on bascule en mode noyau. Et la fonction system call est exécutée par le processeur. Et essentiellement, system call, tout ce que c'est dans le fond, ça vient dans le fond inspecter un tableau et ça vient prendre dans le fond la valeur du code. Donc c'est 3 ici. C'est que l'adresse, le pointeur de la fonction de system read, dans le fond, elle est placée à l'entrée 3 du tableau. Donc c'est vraiment, on fait juste dire, bah écoutez, on va exécuter la troisième fonction du tableau. Et donc le code system read s'exécute, qui va aller lire le fichier df jusqu'à NB octet et placer le résultat dans l'adresse de tampon. Notez ici que ça se peut que le system read ne retourne pas immédiatement parce que ça se peut que le périphérique sur lequel le fichier est stocké demande un certain temps. Par exemple, si c'est un disque dur, ça va prendre 10 millisecondes. Donc, pensez ici que c'est un endroit où le système peut, où votre processus peut bloquer. Si votre processus bloque, ce qu'on va voir dans les processus, c'est que le système d'exploitation va décider de faire tourner un autre processus en attendant pour conserver le processeur occupé. Lorsque la lecture est terminée, on va ensuite donc retourner en mode utilisateur via l'opération Return from Interrupt, RTI. Et donc la librairie système va récupérer les informations
nécessaire, par exemple le code de retour, et va ensuite, dans le fond, retourner l'information à l'appelant comme une fonction le fait normalement. Donc ensuite, on va dépiler les arguments, et ainsi de suite. Donc vous voyez ici, là, en gros, comment ça se passe, un appel système pour un système comme Linux ou Unix. C'est vraiment important de voir la différence entre un appel système et des appels de fonctions standards. On est habitué lorsqu'on fait une librairie que pour chaque appel système dans la librairie, pour chaque fonction dans la librairie, par exemple, vous avez une librairie, une fonction 1, fonction 2, 3, 4, 5 et 6, c'est des adresses qui sont différentes. Et lorsqu'on fait l'appel dans le programme, ben, fonction 1 appelle. Lorsqu'on fait l'appel fonction 1 dans le programme, ben, ça va finir par appeler la fonction 1 dans la librairie. Alors que dans les appels système, oui, il va y avoir un petit bout de code qui va être dans la librairie pour, dans le fond, mettre les registres aux bonnes valeurs pour faire l'appel système. Mais essentiellement, 99% du code qui tourne lors de l'appel système, c'est dans le noyau. Ce n'est pas la fonction, ce n'est pas dans la librairie elle-même. Aussi, lorsqu'on fait un appel de fonction dans une librairie, notez bien qu'il n'y a pas de changement de niveau de privilège. Quand vous faites une librairie, elle va tourner en mode utilisateur. Et quand vous appelez une fonction, il n'y a pas d'interruption qui se fait. C'est plutôt on empile les arguments sur la pile, on crée des variables locales sur la pile et on exécute dans le fond le code en utilisant ces variables locales-là, mais il n'y a aucun changement de niveau de privilège. Windows utilise une approche qui est sensiblement la même pour les systèmes un peu plus anciens. Donc, tout ce qui était avant les processeurs Pentium 2 se basait sur l'interruption de E hexadécimale pour faire l'appel système. La mécanique était très très similaire à ce qu'on a vu pour Unix et Linux. Pour les Pentium 2 et plus, euh, si vous vous rappelez en début de session, je vous disais comment les fabricants de processeurs et les gens qui conçoivent des systèmes d'exploitation travaillent main dans la main. Éventuellement, ces concepteurs de systèmes d'exploitation ont demandé aux fabricants de processeurs, est-ce que vous ne pourriez pas nous créer une instruction machine spécifiquement pour pouvoir faire les appels système et faire une instruction machine qui est un peu plus rapide que le traitement d'une interruption. Sans rentrer dans les détails, traiter les interruptions, c'est un peu plus lent que par exemple, exécuter ces, euh, ces, euh, ces instructions-là qui s'appellent sysenter. Euh, dans le fond, sysenter, la manière que ça fonctionne, c'est que sysenter va faire dans le fond, euh, faire la même chose que l'interruption, va vous placer, donc, va donner un niveau de privilège 0 au processeur lorsque sysenter est appelé. Et l'adresse de la fonction qui est exécutée par sysenter, elle est placée dans un registre spécifique. Donc, c'est le registre 176 en hexadécimal. Et bon, c'est MSR pour, je pense, c'est Machine Specific Register. Et bien entendu, le registre MSR 176, il est protégé. Donc, vous ne pouvez pas vous placer un nouveau pointeur de fonction dans ce registre-là. C'est lorsque l'ordinateur boot qu'on vient mettre, le système d'exploitation vient enregistrer la fonction qui va traiter les appels système. Donc, grosso modo, sysenter ou interrupt, l'approche est la même. L'idée, c'est on veut que l'appelant perde le contrôle du processeur et que la transition de niveau de privilège se fasse lors de l'appel de cette instruction assembleur-là. Tout comme Linux, Windows va aussi avoir une table qui, dans le fond, va affecter un numéro, un entier à chacun des appels système. Et encore là, c'est stocké dans l'adresse, dans le registre EAX, lorsque l'appel système se fait. Et vous voyez ici dans le tableau, par exemple, pour Windows 7, dépendant du Service Pack, bon, les numéros ne changent pas beaucoup. C'est le genre de truc qui est quand même relativement statique d'une livraison à l'autre du système d'exploitation. Un peu comme dans Linux, on ne rajoute pas beaucoup d'appels système d'une version à l'autre. C'est extrêmement rare d'en rajouter un nombre élevé. C'est vraiment au compte-goutte qu'on ajoute ces appels système-là parce que, comme je vous ai dit, les gens qui conçoivent les systèmes d'exploitation ont vraiment bien pensé à trouver les appels système qui, dans le fond, vont faire la majorité du travail.